Chapitre 12. Réunion au sommet. Trouver Voldemort et provoquer son arrestation avait fait l'objet de plusieurs discussions entre Harry et ses trois plus proches amis. Il leur avait rapporté la dernière discussion qui avait eu lieu avant son retour parmi eux et avait, à regret, livré la conviction de l'autre Dumbledore, selon laquelle il devait composer avec le ministre de la Magie. C'est du bon sens, commenta Hermione. Ce n'est pas pour autant agréable, rétorqua Ron. Qu'est-ce qui nous garantit qu'une fois que Harry l'aura publiquement soutenu, il tiendra sa part du marché objecta Ginny. S'il pense qu'il vaut mieux faire abattre Voldemort, il ne va sûrement pas se gêner. Il ne pourra pas le faire quand Harry lui aura révélé une partie de la prophétie, opposa Hermione. Mais Hermione, je t'ai dit que Dumbledore pensait qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette histoire de mourir de la main l'un de l'autre. J'ai compris, Harry, mais Scrimgeour ne saura rien de tout cela, expliqua paisiblement son ami. Si nous lui indiquons que la prophétie indique que tu es le seul à pouvoir le tuer, il comprendra qu'aucun aurore ne peut le faire et sera donc plus enclin à envisager d'autres façons de s'emparer de lui. Plusieurs secondes de silence témoignèrent de l'admiration des trois autres. Hermione, t'es génial, résuma Ron. Merci, Ron, lui répondit-elle, visiblement pas mécontente de son effet auprès de lui, ce qui fit glousser Ginny. Mais cela ne résout pas notre plus gros problème, soupira Harry. Où trouver Voldemort? Je ne pense pas que nous puissions compter sur le ministère pour lui mettre la main dessus. Nous pourrions lui tendre un appât, comme il l'a fait avec Harry, proposa Ginny. Je suppose qu'il veut toujours connaître la prophétie dans son entier. Si on s'arrangeait pour que les journaux laissent échapper qu'elle se trouve toujours au ministère ou un autre endroit que nous pourrions contrôler. L'idée de l'attirer quelque part est une excellente idée, approuva Hermione. Il faudrait que l'ordre réfléchisse à cela. Ils ont plus d'expérience que nous, et cela nous permettra d'avancer. Ils préparèrent avec soin la prochaine réunion qui devait les mettre en présence de l'assemblée réduite de l'ordre, celle qui était dans le secret. Harry sentait bien que les adultes qui l'avaient rencontré depuis son retour étaient déstabilisés par toutes ces nouvelles connaissances. Harry lui-même se sentait mal à l'aise à l'idée de leur dire quoi faire, même s'il ne faisait que transmettre les directives du Dumbledore de l'autre monde. Certes, il préférait savoir ce qui l'attendait, plutôt qu'être réduit à écouter aux portes pour deviner ce qui allait lui tomber dessus, mais ces nouvelles responsabilités l'angoissaient un peu. Heureusement, il pouvait en parler à ses amis et leur exposer ses doutes. Hermione lui apportait connaissance et réflexion. Ginny, des idées moins orthodoxes, et Ron avait l'art de poser des questions à première vue naïves, mais qui, une fois la réponse donnée, s'avéraient soulever un point important. Ses trois amis l'aidaient aussi à ne pas céder à la panique qui le saisissait quand il pensait à tous les points encore non résolus et aléatoires de son plan de bataille. Quoi qu'il en soit, il se réfugiait régulièrement derrière l'autorité de feu Dumbledore quand il avançait une idée, et il demanda à Hermione de parler pour lui lors de la prochaine réunion. Il voulait éviter de rentrer en conflit ouvert avec Maugrey, toujours méfiante à son égard, et considérait que son ami saurait mieux négocier à sa place. La réunion eut lieu vers la fin du mois d'août. Les participants étaient le bureau restreint du mouvement secret fondé par Dumbledore, ceux à qui Harry avait confié le secret des Horcruxes. Ce fut McGonagall qui ouvrit la séance en leur apprenant que la rentrée des classes avait été retardée d'un mois. En effet, des solutions étaient à l'étude pour sécuriser le château et le conseil d'administration n'avait pas encore trouvé une proposition qui satisfasse tout le monde. Certains sont même partisans de fermer Poudlard, soupira la nouvelle directrice, alors que c'est le lieu le plus sûr du pays. Cela n'a pas empêché les mange-morts d'y pénétrer l'année dernière. Fit remarquer Maugré. Rien n'empêche davantage les mange-morts de s'inviter chez les parents de nos élèves, répliqua sèchement McGonagall. Nous le savons bien, intervint Kingsley Shacklebolt. Mais nous ne sommes pas là pour parler de cela, C'est vrai, grommela Maugrey. nous sommes ici pour réfléchir à la façon de faire arrêter cette fripouille qui se fait appeler Lord Machin. En premier lieu, il nous faut le localiser, exposa Shacklebolt. Et la division des aurores n'a aucune piste pour le moment. Excusez-moi, monsieur, demanda poliment Hermione, mais
quelles sont les tactiques couramment utilisées pour mettre la main sur un linge noir? Ça dépend. Lui répondit-il. La solution la plus efficace est le renseignement. On infiltre une bande ou on arrête quelqu'un qui en fait partie pour le faire parler. Parfois, un informateur nous vend des tuyaux. Il y a aussi l'enquête, qui permet d'identifier un malfaiteur en interrogeant les personnes à qui il a eu affaire. Enfin, il y a le flagrant délit. Avons-nous une chance de faire parler un mange-mort ou que l'un d'entre eux devienne un de nos espions? Demanda la jeune fille de son air le plus candide. On a vu ce que cela donnait, les soi-disant espions, ne put s'empêcher de commenter Harry, s'attirant le regard agacé d'Hermione. Vous savez qui fait tellement peur que nous n'obtenons aucun renseignement, soupira Tonks. Même ceux qui ont un ami ou un parent à venger ont trop la trouille pour nous dire ce qu'ils savent. Et l'enquête demanda Ginny, prenant le relais. Pour enquêter, il faut aussi que les gens parlent. Grogna Maugret. Alors il ne reste plus que le flagrant délit, conclut Hermione. Si on pouvait arriver à temps sur le lieu des massacres pour arrêter les coupables, ça se saurait, grimaça Tonks. En sachant à l'avance où ils vont frapper, c'est plus facile, glissa Hermione. Mais, puisqu'on vous dit qu'on n'a aucun renseignement, S'agaça Maugret. Alastor, je pense que cette jeune fille pense à provoquer un flagrant délit, explicita Arthur, qui n'avait pas quitté des yeux l'ami de son fils depuis le début de la conversation. Un guet-apens? Traduisit Shacklebolt. Pourquoi pas? Fit Hermione. Si c'est vous savez qui que vous voulez arrêter, il faut le faire venir en personne, opposa McGonagall. Or, la plupart du temps, il n'est pas sur place, se contentant d'envoyer ses sbires. Il n'a même pas eu besoin d'aller à Poudlard pour y semer la désolation, conclut-elle d'une voix rauque. Qu'est-ce qui l'a fait sortir de sa tanière la dernière fois? Insista Ginny. La prophétie, répondit obligeamment son père, qui semblait parfaitement avoir compris que les jeunes gens tentaient de mener la conversation vers un point précis. Il doit toujours la chercher, non? Continua Ron, prenant le relais. Si vous nous disiez ce que vous avez derrière la tête, fit Molly qui avait, elle aussi, décrypté l'attitude des jeunes conjurés. Voldemort a réussi à attirer Harry dans une embuscade il y a 1 an. Si nous voulons l'arrêter, nous devons utiliser le même subterfuge. Nous ne voyons pas d'autre moyen, répondit Hermione, brûlant ses vaisseaux. Même si nous réussissons, nous sommes trop peu nombreux pour l'immobiliser, opposa Tonks. Dans ce cas, il nous faut des renforts, contra Hermione. Une alliance avec le ministère? Comprit Shacklebolt. Mais quel moyen de pression pensez-vous avoir sur le ministre? Pas de pression, une monnaie d'échange, répliqua la jeune fille en désignant Harry. et, pour attirer notre ennemi, pensez-vous également utiliser Potter? Demanda abruptement Maugret. Je préférerais l'éviter, intervint Harry. Mais je ne me fais pas d'illusions. Voldemort veut mettre la main sur moi, et nous finirons bien par nous retrouver de nouveau face à face, Et que comptez-vous faire ce jour-là? demanda Maugret. Avez-vous une arme secrète dont vous ne nous avez pas encore parlé? Ajouta-t-il d'une voix sarcastique, montrant qu'il savait parfaitement que Harry ne lui avait pas tout révélé et qu'il n'appréciait pas du tout ses cachotteries. Je n'en sais rien, soupira le jeune homme. De toute façon, comme je n'ai aucune idée de la façon dont il va essayer de me tuer, il faudra que j'improvise le moment venu. Et pas la peine de me faire la morale, ajouta-t-il en élevant la voix pour couvrir les protestations de Molly et de son professeur de métamorphose. Cette perspective ne m'enchante guère, moi non plus. J'essaie simplement de me préparer à l'inévitable. Il baissa les yeux pour ne pas voir les regards apitoyés qui se posaient sur lui. Heureusement, Maugret reprit vite ses questions. Que comptez-vous faire? Voulez-vous aller voir le ministre, les mains dans les poches? On pourrait demander à Percy d'organiser une rencontre, proposa Molly. Il ne nous parle plus, maman, intervint Bill. Je lui écris parfois, répondit sa mère, le défiant du regard d'y trouver à redire. Bill se contenta d'une moue dégoûtée. Comme vous voudrez, accepta diplomatiquement Harry, feignant de ne pas voir Ginny froncer le nez à côté de lui. Je vais chercher du parchemin, s'écria la mère de famille, manifestement ravie à l'idée de donner une chance à Percy de rentrer en grâce auprès du groupe. Tout ça, c'est bien beau.
Mais que va-t-on donner à ce Scrimgeour? Et que va-t-on exiger en retour? demanda Maugré à qui sa pugnacité avait de facto donné le statut de chef de séance. Ce dont nous avons besoin, c'est son concours pour arrêter Voldemort et la promesse qu'il ne donnera pas l'ordre de le tuer, mais de l'arrêter, expliqua Harry, Il ne voudra pas. opposa Kingsley Shacklebolt. Il a fait le serment de mettre fin à son règne et se soucie comme d'une guigne de le faire juger. Il veut l'arrêter à tout prix, convint Hermione. Mais si nous lui disons une partie de la prophétie, il comprendra que ces aurores n'ont aucune chance de tuer Voldemort, car seul Harry peut le faire. Cela devrait l'inciter à choisir une voie plus sûre. Et il ne se contentera pas de cela, pronostiqua Tonks. Je prétendrai publiquement que je soutiens le ministère, soupira Harry. Il y tient beaucoup. Harry, que Voldemort reçoive le baiser alors que tous les Horcruxes sont sur le point d'être détruits, c'est si important pour toi demanda Rémus. Oui, affirma Harry. Il y eut un silence pendant lequel tous les adultes le regardèrent, attendant qu'il développe davantage. Eh bien quoi finit-il par dire. C'est la prophétie de toute façon. Personne, en dehors de moi, ne peut le tuer. Justement, pourquoi veux-tu t'assurer qu'elle se déroulera comme prévu? Parce qu'il y a eu assez de morts comme ça, s'agaça Harry. Je n'ai pas envie que des aurores meurent pour avoir voulu la contredire. Ça vous suffit? Les regards exprimèrent davantage la méfiance que la compréhension, mais Rémus sembla décidé de laisser Harry garder ses secrets. C'est une bonne raison à exposer au ministre, jugea-t-il. Mais, commença Maugré. Je fais les choses comme Dumbledore m'a dit de les faire, le coupa Harry. Il nous a menés aux Horcruxes. On peut lui faire un peu confiance, non? Même Dumbledore faisait des erreurs. Opposa tranquillement Shacklebolt. Eh bien, je préfère faire les siennes que les miennes, rétorqua Harry qui commençait à s'énerver. Si Harry rencontre le ministre, qui va l'accompagner? Demanda Hermione, tentant de reprendre le fil de la discussion. Maugré allait sans doute protester, mais McGonagall se prononça en faveur de Harry. Alastor, il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que Albus n'a pas fait d'erreur en mettant ses espoirs en Harry. Le moins que nous puissions faire est d'en faire autant. Je pense qu'Arthur serait la bonne personne pour assister Harry au ministère, répondit-elle à Hermione. Il en connaît les rouages et n'a pas été auparavant sous les ordres directs de Rufus Scrimgeour, conclut-elle en regardant en direction de Tonks et de Shacklebolt. Et comme ça, il aura l'occasion de parler à Percy, se réjouit Molly, qui était revenue avec du parchemin. Quand on discuta de l'opération qu'on proposerait au ministre, Ginny défendit son idée. On pourrait faire croire à Voldemort qu'une copie de la prophétie existe encore, Comment lui faire parvenir cette information? On va lui envoyer un hibou? attaqua Maugré. Une fuite est si vite arrivée, et les journalistes s'empresseraient de l'exploiter, proposa la jeune fille. Ça peut marcher, approuva Tonks, Et où l'enverrait-on? demanda Kingsley. Chez mes parents, à Godric's Hollow, songea soudain Harry. Il adore les symboles. On peut imaginer que les parents de Harry en aient conservé une transcription, broda Hermione. La maison est en retrait par rapport au village Moldu, précisa Harry. On devrait pouvoir y faire un peu de bruit sans trop se faire remarquer, On n'est pas en train d'organiser une fête d'anniversaire. grogna Maugré. Harry soupira en se remémorant les airs de musique et le brouhaha des conversations qui étaient montés jusqu'à lui quand son double avait fêté ses 17 ans. Vous ne pouvez pas reprocher à Harry de songer à prendre des précautions, s'interposa Rémus. Donc, résuma McGonagall, nous proposons au ministre de se tenir prêt à faire intervenir les aurores à Godric's Hollow pour arrêter vous savez qui, Harry, penses-tu y aller aussi? demanda Kingsley. Ce n'est pas le choix, regretta Harry. C'est le meilleur moyen de le faire venir. Et si Harry faisait une fugue proposa Tonks, les sourcils froncés. Pas question s'indigna Molly. Je parle de l'information que nous laisserions malencontreusement échapper, précisa Tonks. On laisserait entendre qu'il recherche la preuve qu'il est bien l'élu. Elle prit un air inspiré, comme si elle laissait planer le mystère. Et comment les journalistes l'auraient appris? Opposa Kingsley, dont les sourcils froncés laissaient supposer qu'il cherchait, lui-même, à répondre de façon plausible à la question. Rita Skeeter Répondirent en chœur Ron, Hermione et Harry,
avant d'éclater de rire tous les trois. On envoya la missive à Percy le jour même, et la réponse parvint le lendemain, en début de soirée, preuve de l'intérêt que portait le ministre à leur proposition. On le rencontra le jour suivant. Quand Harry et Arthur se présentèrent au ministère, toute une escouade d'aurore les accueillit à la sortie de la cheminée. Ils furent escortés jusqu'au bureau ministériel, attirant les regards tout au long de leur progression dans l'ascenseur et dans les couloirs. Harry fut assez agacé par cette mise en scène, d'autant que l'un des aurores détachés auprès d'eux était un dénommé Dawlish, qui avait fidèlement suivi les ordres de Dolores Ombrage quand cette dernière avait tenté de faire arrêter Albus Dumbledore. Mais il contint son agacement, sachant que beaucoup de choses dépendaient de ce qui allait suivre. Rufus Scrimgeour se leva quand ils furent introduits dans son bureau et les invita à s'asseoir à la petite table de conférence qui s'y trouvait. Il leur proposa des rafraîchissements et, une fois qu'ils furent seuls et après avoir vérifié que la porte était bien fermée, il leur demanda ce qui les amenait auprès de lui. Une prophétie a été énoncée, commença Arthur Weasley, conformément à ce qui avait été décidé à la réunion de l'ordre de l'avant-veille. Une prophétie qui indique que Harry est le seul qui puisse tuer vous savez qui. Harry ne pense pas être prêt à le faire maintenant, mais nous avons eu une idée pour mettre fin à la menace que fait peser ce criminel sur le pays. Nous? Releva le ministre. Nous avons pensé à une manière de mettre fin à sa vie, sans que Harry ait à le tuer, continua le père de Ron, sans répondre à la question. Il s'interrompit pour être certain que son interlocuteur avait bien assimilé les prémices de leur idée. Et comment comptez-vous faire demanda effectivement Rufus Scrimgeour. Lui faire donner le baiser du détraqueur, expliqua Arthur. Privé de son âme, il dépérira en quelques jours et mourra de lui-même. Ainsi, les termes de la prophétie seront exécutés et notre problème sera résolu. Quelle merveilleuse idée s'écria le ministre d'un ton ironique. Je vais de ce pas envoyer un hibou à mon détraqueur familier et lui demander de débusquer vous savez qui et de l'embrasser. C'est l'affaire de quelques jours, je n'en doute pas. Ces deux invités restèrent de marbre. Vous savez qui connaît cette partie de la prophétie, expliqua M. Weasley. Il tente de tuer Harry depuis des années et sait que seul lui-même peut y parvenir. Si Harry s'éloigne de nous, celui que nous pourchassons sortira de sa retraite pour le trouver et en finir avec lui. Harry nous appellera à ce moment et vous pourrez l'arrêter. Il faudra que je sois pas trop loin pour l'entendre. Pensez-vous le faire venir au ministère? Sans répondre, Harry sortit de sa poche deux galions. Il en posa un devant le ministre. Prenez-le, indiqua-t-il sèchement. Sans le quitter des yeux, l'homme posa sa main sur la pièce qui était devant lui. Harry activa la sienne. Surpris par la tiédeur soudaine de l'objet, Scrimgeour retira vivement son bras. Qu'est-ce que c'est que cela? Un galion d'appel, expliqua laconiquement Harry. Et où avez-vous eu cela? Nous l'avons fabriqué, indiqua Arthur. Ingénieux, reconnut le ministre. Pratique, admit Arthur. Voici les termes de notre accord. Harry affirme publiquement soutenir la politique du ministère. En échange, vous enverrez vos aurores à l'endroit que nous vous indiquerons, avec pour instruction de ne pas chercher à tuer vous savez qui, mais de l'immobiliser dans un cocon d'anti-magie. Il devra ensuite être rapidement jugé et condamné au baiser. Mes hommes ne comprendront pas que l'ordre de le tuer par tous les moyens soit annulé. Vous pourrez leur expliquer les termes de la prophétie. Arrangez-vous pour qu'ils comprennent que toute tentative de leur part serait vaine et qu'ils risqueraient leur vie pour rien. Encore faut-il que j'y croie moi-même. Avez-vous une copie de cette prophétie? Non, elle a été cassée quand Voldemort a tenté de la récupérer au ministère il y a un an. Je n'ai donc que votre parole. Je vous confie ma vie, lui opposa Harry. Que Voldemort reçoive le baiser est pour moi la seule façon de survivre. Si vous ne l'arrêtez pas, il va finir par me retrouver et il me tuera. Mais vous me demandez de croire en une prophétie que je n'ai jamais entendue. Et je n'ai aucun élément pour avoir la certitude que vous me dites la vérité. Alors, pourquoi tenez-vous à ce que je vous soutienne publiquement? Demanda Harry. Parce que, pour les sorciers, vous êtes le seul qui ait survécu à une tentative de meurtre de vous savez qui. Et cela ne vous suffit pas? S'insurgea Harry.
On ne gouverne pas avec des croyances. Pour le moment, vous n'avez pas tellement de pistes qui pourraient vous amener à tuer ou arrêter notre ennemi, fit valoir Arthur Weasley. Nous vous offrons Harry comme appât. S'il le pense sans protection, le mage noir sortira de sa retraite, car il connaît la prophétie et ne supporte pas de le savoir en vie. S'il connaît la prophétie, pourquoi chercherait-il à la récupérer au ministère? Les interrogea fort justement Scrimgeour. Parce qu'il ne la connaît pas dans sa totalité, expliqua Arthur. Il en sait assez pour savoir que Harry est susceptible de causer sa perte, mais il n'en a pas la certitude, et ce doute lui est insupportable. Et quelle est la partie qu'il ne connaît pas? Que celui qui pourrait le vaincre sera marqué à son égal, lui apprit Harry en soulevant sa frange. Je vois, dit le ministre, contemplant la cicatrice la plus célèbre du monde magique. Donc, vous êtes prêt à annoncer publiquement que vous soutenez ma politique et que vous me faites confiance, et en échange... Nous vous indiquerons à l'avance l'endroit où nous attirerons notre ennemi, compléta Arthur. Harry vous appellera au moment critique avec le galion. Les aurores interviendront pour immobiliser vous savez qui et contenir sa magie dans un cocon. Notre peine la plus sévère lui sera ensuite appliquée. Vous aurez ce que vous désirez, et nous aussi, conclut-il. L'expérience m'a appris qu'un marché est rarement aussi avantageux que le présente celui qui le propose, Répondit le ministre. vous me demandez de mettre la vie de mes aurores entre vos mains. Je ne peux pas accepter sans en savoir davantage, car il est clair pour moi que vous en savez bien plus que ce que vous consentez à me dire. Harry ferma les yeux, écrasé par le découragement. Je pense que vous m'avez surestimé, pensa-t-il en s'adressant au Dumbledore de l'autre monde. Mais M. Weasley, plus rompu aux tractations politiques, ne broncha pas. Il demanda seulement. Que voudriez-vous de plus? Savoir qui est le nous auquel vous faites régulièrement allusion, par exemple. Vous savez parfaitement que je ne peux pas vous le révéler. Votre ministère est sûrement infiltré par des sympathisants de vous savez qui. Je signerai leur arrêt de mort en vous donnant leur nom. Et vous-même, ne craignez-vous pas pour votre vie? Si, bien sûr. Mais il est trop tard pour reculer. Nul n'ignore nos liens avec Harry, pas plus que notre fidélité à feu Albus Dumbledore. Sa disparition est une tragédie, commenta diplomatiquement le ministre. Mais maintenant qu'il n'est plus là, je pourrais assurer votre protection. Je vous remercie, répondit poliment le père de Ron, mais notre demeure est déjà sous Fidelitas. Vous-même ne pourriez plus la trouver. Vraiment? S'étonna Scrimgeour, mais une légère ironie pointant dans son ton fit comprendre à Harry qu'il avait dû tenter de le joindre durant le mois écoulé sans parvenir à le localiser. Bon, attendons d'avoir une confiance mutuelle plus approfondie pour que vous me présentiez vos amis. Mais pourrais-je au moins savoir qui vous a fourni ce galion fort commode? Cette personne ne semble pas appréciée à sa juste valeur, car cela fait longtemps que je n'ai pas eu vent d'une invention aussi bien façonnée. Elle est encore à Poudlard, sourit Harry, pensant que son amitié avec Hermione était assez notoire pour que la révélée ne fasse pas de tort supplémentaire à la jeune fille. Mais quand elle en sortira bardée d'aspic, je suis certain qu'elle sera ravie qu'on lui accorde des moyens pour mettre en œuvre toutes ses idées et ses compétences. J'en prends note, indiqua le ministre. Je vous assure que j'aurai à cœur de l'aider à mettre son talent au service de notre communauté. Ils passèrent le reste de la séance à mettre leur stratégie au point. Arthur insista pour que le plus grand secret soit gardé même vis-à-vis des aurores. Les instructions devraient leur être données au dernier moment. Par contre, ils devraient être entraînés à intervenir rapidement dans des endroits indiqués à la dernière minute et à lancer des sorts d'anti-transplanage et d'anti-magie. On proposa également une façon d'amener tous les aurores et les tireurs d'élite de baguettes magiques sur place le moment venu, la réquisition du Magicobus, permettant un transport rapide des troupes sans avoir à dévoiler le lieu à l'avance. Condition préalable pour le transplanage. Cette dernière proposition amena une lueur de respect involontaire dans les yeux de Scrimgeour. Harry en fut fier pour ses amis. L'idée avait été proposée comme une plaisanterie par Ron avant d'être reprise très sérieusement par Rémus Lupin. On précisa aussi les modalités de la prestation de Harry. Arthur accepta au nom du jeune homme le principe d'une conférence de presse.
Monsieur Weasley ne révéla pas à son interlocuteur que cette dernière faisait partie de leur stratégie pour attirer Voldemort à Godric's Hollow, et Harry n'eut pas besoin de feindre pour paraître désolé par cette concession. 3 jours plus tard, Harry tentait de faire bonne figure à la réunion organisée en son honneur. Avec une délicatesse qui avait étonné le jeune homme, seule une demi-douzaine de journalistes avaient été conviés. Il avait même dû insister pour qu'une septième personne fût ajoutée à ce panel. C'est le chicaneur qui m'a le premier offert un entretien objectif, avait-il plaidé. Ce journal ne doit pas être exclu. Scrimgeour avait obtempéré en grimaçant. Harry se trouvait donc installé à une grande table avec le ministre à sa droite et Arthur Weasley à sa gauche. Les représentants de la presse s'étaient répartis aux autres places sous l'œil vigilant d'une dizaine d'aurores. Comme prévu, il commença par déclarer son allégeance au ministre, se concentrant sur le texte appris par cœur, qu'il arrivait maintenant à débiter comme une rengaine sans s'attacher au sens du discours. Nous vivons des temps difficiles. Un mage de sinistre renom tente de semer la terreur parmi nous et de déchirer notre communauté. Nous devons lutter contre lui et ses méthodes barbares. Nous ne devons pas non plus céder à la panique, car c'est ce qu'il recherche. J'invite tous les sorciers de Grande-Bretagne à se tourner vers le ministère de la Magie et à lui accorder sa confiance. Seule l'unité peut nous permettre de mettre fin à la menace que nous imposent les Mangemorts. Pensez-vous vraiment que le ministère peut nous défendre demanda un premier journaliste. Le Magen Maggot a eu la sagesse de désigner un homme d'expérience qui a été à la tête des aurores pendant des années, répondit Harry, se demandant comment Hermione avait pu lui pondre une phrase aussi creuse. Est-ce vrai que vous êtes l'élu demanda le représentant de la Gazette du Sorcier. En doutez-vous répondit Harry, heureux que la question lui soit posée. Nous n'en avons jamais eu la preuve, remarqua la représentante du chicaneur, une journaliste au physique ingrat et aux lunettes lui mangeant le visage. Alors, sur quelle légitimité vous basez-vous pour nous dire ce que nous devons faire? Je n'ai pas de compte à vous rendre, rétorqua sèchement Harry. Si vous voulez vous donner de grands airs, il va falloir nous donner de bonnes raisons, ne désarma pas la femme. Scrimgeour fit un geste et plusieurs aurores se dirigèrent vers elle. Ce fut Kingsley Shacklebolt, qui était le plus proche, qui l'empoigna et la persuada de sortir, faisant signe à ses collègues qu'il maîtrisait la situation. Je peux le prouver, s'il le faut, dit rageusement Harry. Je sais que mes parents en avaient gardé la preuve. Le ministre se pencha vers lui et l'exhorta au calme. Tout en feignant d'avoir l'air agacé, Harry continua à répondre aux questions sans intérêt qui lui furent posées. La seule qui éveilla son intérêt fut celle que posa le représentant de la radio sorcière, la RITM. Que préconisez-vous comme punition contre les mange-morts? Harry l'aurait volontiers embrassé. Pour Sirius, pensa-t-il, et pour Lily. J'espère que nous saurons appliquer une justice plus sereine et juste que les fois précédentes. Des mange-morts notoires ont été relâchés et sont actuellement des soutiens actifs de Voldemort. Par ailleurs, d'autres ont été emprisonnés sans procès. Je souhaite que les coupables soient punis sévèrement, mais que nous nous efforcions de ne pas châtier les innocents. D'ailleurs, Stan Rocade va bientôt être jugé pour vérifier si sa détention est réellement fondée. Plus rapidement que prévu, Scrimgeour signifia la fin de la séance. Très souriant, il raccompagna ses invités et invita gracieusement Harry et M. Weasley dans son bureau. À peine la porte refermée sur eux, sa physionomie se fit sévère et il lança, visiblement furieux. Quelle bêtise avez-vous imaginé à propos de ce stupide receveur de bus? Vous connaissez mon opinion à ce sujet depuis longtemps, lui signifia froidement Harry. Ce n'était pas convenu ainsi. Vous êtes supposé me soutenir. Et vous vous êtes engagé à m'aider à mettre fin au règne de Voldemort, s'insurgea Harry. Ce n'est pas en jetant des innocents en prison que vous y arriverez. Nous nous efforçons tous d'arrêter ceux qui sèment le trouble dans notre communauté, temporisa Arthur Weasley. Ne nous laissons pas séparer par quelques divergences d'opinion. Si Harry vous sert, vous savez qui sur un plateau. Peu importe pour vous que Rocade soit relâché. Très bien, accepta Scrimgeour. Je leur lâcherai le jour même où notre ennemi sera mis hors d'état de nuire. Mais, commença Harry qui aurait voulu une action plus prompte. Parfait, conclut M. Weasley, ignorant le regard furieux de son protégé. Pendant que ce dernier remâchait sa colère,
Le ministre continua d'une voix mécontente. Plus grave encore, vous m'avez menti à propos de la fameuse prophétie. S'il en reste une copie, pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt? Parce qu'elle n'existe pas, lui expliqua M. Weasley. Nous vous avons expliqué que Voldemort tenait beaucoup à mettre la main dessus. Nous tentons de l'appâter comme il a été prévu de le faire. Vous voulez dire que cette personne du chicaneur a posé la question exprès, comprit le ministre, que c'était prévu? Exactement, monsieur le ministre. Nous nous en tenons à ce qui a été décidé entre nous. Vous auriez pu m'en parler avant, lui reprocha Scrimgeour. La réaction de vos aurores et la vôtre n'en ont été que plus spontanées, répliqua le représentant de Harry. On vit que le ministre avait bien envie de répliquer, mais il jeta un œil à Harry et dut se dire qu'il valait mieux ne pas se fâcher avec le nouveau mentor du jeune homme, s'il voulait continuer à s'assurer le concours de ce dernier. Il se força donc à sourire et proposa même. Je peux confirmer cette information auprès d'un fonctionnaire qui travaille ici et que nous savons pertinemment être un sympathisant mange-mort. C'est une bonne idée, s'écria Arthur. Merci, monsieur le ministre. Je lui demanderai de tenter de regarder dans les archives pour déterminer où les Potter se cachaient, précisa Scrimgeour. Cela devrait convaincre notre ennemi de la réalité de cette copie. Harry rentra au terrier fatigué, mais satisfait. Tout s'était passé comme prévu, et le mécontentement du ministre ne lui avait pas déplu. Tonks et Shacklebolt confirmèrent que tout le monde avait bien remarqué l'agacement du jeune homme quand sa légitimité avait été mise en doute. Je crains par contre que le chicaneur ne soit pas très bien vu par nos collègues, indiqua Tonks en jouant avec ses larges lunettes. Chacun a pu remarquer que Scrimgeour n'avait pas aimé la question. Or, notre ancien chef reste très apprécié chez les Aurores. J'espère que cela ne fera pas de tort au père de Luna, s'inquiéta Ginny. J'imagine que les événements qui se préparent leur feront oublier tout cela. La rassura Shacklebolt. Le lendemain, ils constatèrent avec satisfaction que les différents journaux reprenaient tous l'agacement visible de Harry quand il avait été question de sa légitimité et l'allusion à la prophétie que ses parents auraient eue en leur possession. Bien, se réjouit Harry. Il ne nous reste plus qu'à attendre le message de Bill. Ensuite, on contacte Rita Skeeter. Tu es sûr que tu veux y aller toi-même, Harry demanda Rémus. On peut trouver un autre moyen de piéger tu sais qui dans la maison de James et Lily. Je n'ai pas le choix. Cette histoire se terminera forcément avec lui en face de moi. Il croit que c'est inévitable, et ça l'est devenu. C'est toi qui le rends inévitable en parlant ainsi, se désola Ginny. Peut-être, mais il va bien falloir mettre fin à tout cela. Je ne serai pas plus fort dans un mois ou dans un an. Alors pourquoi attendre et le laisser continuer à tuer et corrompre? Je suis prêt comme je ne le serai jamais. Je n'aurai jamais moins peur qu'aujourd'hui. Il se tut un instant et précisa. Chaque jour qui passe, je me sens moins sûr de moi. C'est le moment, je le sais. Mais tu ne peux pas y aller seul, dit doucement mais fermement Rémus. Je ne peux pas emmener d'Aurore non plus, soupira Harry. Ils devront attendre que je donne le signal. Sinon, il verra bien que c'est un piège, c'est sûr. Ça dépend quelle Aurore, opposa Tonks. Elle regarda Ron intensément, et ses cheveux commencèrent à roussir, tandis que sa peau se couvrait de taches de son. Puis le phénomène reflua. Ils retrouvèrent la Tonks habituelle, nez retroussé et cheveux roses, avant qu'elle ne fasse s'allonger et boucler sa chevelure. Trop difficile de m'en transformer en homme, décida-t-elle, son regard fixé sur Hermione. Fascinés, ils regardèrent la jeune femme prendre les traits de sa cadette. Quand son image se stabilisa enfin, Harry fit remarquer. On vous reconnaît du premier coup d'œil. Hermione est plus petite, et ses cheveux sont plus longs. Je ne peux pas me rapetisser davantage, avoua Tonks en allongeant ses boucles, mais ne t'en fais pas, Harry. Si on n'est pas côte à côte, personne ne s'en rendra compte. Je suis certain que toi aussi, tu t'y laisserais prendre si tu ne soupçonnais rien. Moi, je verrais bien la différence, s'indigna Ron avant de rougir sous le regard mi-attendri, mi-moqueur de la jante féminine. Quelques jours plus tard, Harry reçut enfin le message qu'il attendait. C'est fait, avait laconiquement écrit Bill sur un billet. La dernière partie de leur plan
pouvait être exécuté.